Le 6 août 1945, le bombardier B-29 Enola Gay largue une bombe A baptisée Little Boy sur la ville japonaise de Hiroshima. D'une puissance de 13 kilotonnes, la bombe décime la ville en quelques secondes. 3 jours plus tard, la ville de Nagasaki subit à son tour le feu nucléaire. Ces deux explosions qui ont changé l'histoire marquent la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique. Un conflit sanglant qui a opposé loin de l'Europe une armée japonaise fanatisée et des Américains sûrs de leur puissance. Bilan des combats, plus de 3 millions de morts et un pays presque entièrement dévasté. 70 ans après la guerre, le Japon s'est relevé et a érigé sur son territoire des monuments pour ne jamais oublier. Mais derrière la modernité des villes aujourd'hui entièrement reconstruites, des traces de ces épisodes terrifiants de l'histoire restent encore à découvrir. Sur les îles d'Okinawa où ont débarqué les Américains ou autour des villes d'Hiroshima et Nagasaki, des scientifiques et des passionnés consacrent leur vie à mettre au jour les derniers vestiges de la guerre. Au cours de leurs enquêtes, ils découvrent des traces qui témoignent de la violence des combats, du sort réservé aux civils pendant les derniers mois de la guerre, ou des dégâts terribles causés par l'arme nucléaire. L'analyse de ces objets qui ressurgissent du passé raconte sous un jour nouveau ces quelques mois de l'année 1945 qui ont précipité la chute du Japon impérial et ont fait entrer l'humanité dans une nouvelle ère, celle d'un possible anéantissement total. En 1942, le Japon de l'empereur Hirohito est au sommet de sa puissance. Allié à l'Allemagne nazie et à l'Italie fasciste, son empire s'étend de la Chine du Nord à la Corée, en passant par l'Indochine, les Philippines et l'essentiel de l'Asie du Sud-Est. Poussé par son désir d'expansion, l'empereur veut affirmer son emprise sur la région. Sans même avoir déclaré la guerre aux États-Unis, il lance un raid sur la base de Pearl Harbor, à Hawaï, le quartier général de la flotte américaine dans le Pacifique. Le 7 décembre 1941, l'amiral Yamamoto envoie 6 porte-avions et 400 avions sur Pearl Harbor. Pour les Américains, la surprise est totale et le bilan terrible. 2400 soldats tués et une partie de la flotte détruite. Le lendemain de l'attaque de Pearl Harbor, le président Roosevelt a prononcé un discours devant le Congrès. Il a dénoncé le jour de l'infamie et déclaré la guerre au Japon. Les Américains ont considéré que c'était une attaque déloyale et ils voulaient prendre leur revanche. En fait, cette attaque a permis à Roosevelt de surmonter le sentiment de nombreux Américains qui préféraient que les États-Unis restent en dehors de la guerre en Europe. Pour venger Pearl Harbor, l'armée américaine s'attelle à reconquérir l'empire japonais île par île. Île Marshall, île Salomon, Saipan, les Philippines. Les batailles se succèdent et les soldats nippons reculent. Pour les Américains, un débarquement au Japon est la dernière étape de cette inexorable reconquête. Après la célèbre bataille d'Iwo Jima, le commandement américain vise enfin Okinawa, des îles subtropicales situées juste au sud de l'archipel nippon. Il décide d'y lancer le plus grand assaut de la campagne du Pacifique. Nom de code, Opération Iceberg. De fin mars à juin 1945, des forces navales, amphibies et aériennes appuient le débarquement au sol. Près de 290 000 soldats américains sont mobilisés contre 130 000 Japonais. L'archipel d'Okinawa avait une importance stratégique pour les États-Unis parce qu'il permettait de couper le Japon de toutes ses bases dispersées en Asie.
Il permettait aussi à l'armée américaine d'avoir une plateforme de lancement pour envahir les îles principales du Japon. 70 ans après les événements, difficile d'imaginer l'enfer qu'a vécu pendant 3 mois ce petit coin de paradis. Pourtant, les combats ont laissé derrière eux des traces indélébiles. L'une d'elles se trouve sur les hauteurs de la ville de Naha, capitale de l'île, aujourd'hui peuplée de 300 000 habitants. C'est ici qu'en 1944, la marine japonaise avait construit son quartier général. Enfouie à 30 mètres sous le sol, cette mini-ville souterraine est encore parfaitement conservée. L'endroit était composé d'un tunnel principal de 420 mètres de long et d'étroits tunnels secondaires. Sur les parois, on distingue les traces des coups de pioche avec lesquels les tunnels ont été creusés. Ce souterrain a été creusé sur 5 mois, entre août et décembre de l'année 1944, par plus de 3000 soldats de l'infanterie. Les hommes se relayaient jour et nuit. Pendant que les uns travaillaient, les autres se reposaient dans les bâtiments municipaux à proximité. Le QG pouvait accueillir plus de 4000 soldats. Les non-gradés étaient logés le long des tunnels secondaires, dans des pièces minuscules, sans aucun confort. À l'intérieur, ils étaient contraints de dormir debout. Un peu plus loin se trouvait la salle d'état-major. Sur les murs, on distingue encore des dizaines de trous. En juin 1945, 6 hauts gradés se sont suicidés avec des grenades pour éviter d'être faits prisonniers. Les éclats des explosions ont laissé leur empreinte dans la roche, comme des témoins de l'engagement des troupes japonaises, préférant mourir plutôt que de tomber aux mains des Américains. Au cœur du QG se trouvait la salle de commandement, la plus belle du bunker, occupée par le commandement de la marine japonaise à Okinawa, le vice-amiral Minoru Ota. C'est ici qu'à la fin des combats, il est mort, vraisemblablement avec un pistolet, après avoir écrit au mur ces quelques lignes. Un poème qui résume à lui seul son dévouement aveugle à l'empereur japonais. Il y a en japonais ce qu'on appelle les poèmes d'adieu, ceux qu'on écrit avant de mourir. Il est écrit « En me battant jusqu'à la mort pour l'empereur, j'aurais donné un sens à ma vie ». Avec les effectifs et les moyens spectaculaires déployés par les Américains, l'invasion de l'archipel paraît inéluctable. En mars 1945, les GIs commencent par saisir les petites îles Kerama. Le 1er avril, ils débarquent sur la côte ouest de l'île principale d'Okinawa. Ils n'y rencontrent qu'une résistance très faible et viennent à bout facilement du centre et du nord de l'île. C'est dans le sud, où se trouvent des centaines de grottes naturelles, que la résistance japonaise va s'organiser. 187 000 soldats étaient prêts à débarquer. Et ces hommes n'ont pas rencontré de résistance de la part des forces japonaises. En fait, elles s'étaient planquées dans les grottes parce qu'elles pensaient que c'était le meilleur moyen de se défendre et de changer leur faiblesse en atout. Pour contrer la puissance de feu américaine, les Japonais voulaient attendre les Américains dans les grottes et leur infliger un maximum de dommages. La forêt du sud d'Okinawa a donc été le théâtre d'une des plus violentes batailles du Pacifique. C'est ici que des milliers de soldats japonais se sont retranchés pour leur ultime combat. Ça, c'est une forteresse où l'armée japonaise embusquée attendait l'ennemi fusil à l'épaule. Une fois que l'armée aura dépassé cette ligne, la totalité de l'île sera aux mains des Américains.
Les troupes présentes ici ont eu l'ordre de se battre jusqu'à la mort, de défendre cette base coûte que coûte. Photojournaliste et archéologue amateur, Tetsuji Hamada conduit ses propres fouilles à Okinawa depuis 15 ans. Au cœur de la jungle, il parvient à retrouver des traces du système de défense de l'armée japonaise qui ont traversé le temps. Vous avez ici une cavité qu'on appelait piège à poulpe, où se cachaient les soldats de l'armée impériale. Il y avait probablement 1 ou 2 soldats qui pouvaient tenir là. Depuis cette hauteur, ils pouvaient attendre que l'ennemi arrive pour tirer. Au fond du trou, un renfoncement permettait aux soldats d'être invisibles depuis la surface en cas d'arrivée de l'ennemi. Des centaines de cavités de ce genre ont été creusées par les soldats dans la forêt pour prendre les Américains par surprise. En retrait de ces trous, Tetsuji a également retrouvé un vaste réseau de tranchées. Ici, nous avons une tranchée dans laquelle se déplaçaient les soldats. Elle devait faire entre 1,30 m et 1,50 m de profondeur. Ainsi, les soldats pouvaient circuler en position accroupie sans être vus par l'ennemi. Mais les soldats japonais, même retranchés dans ce labyrinthe végétal, ne font pas le poids face à l'armada américaine. Sur cette ligne de front, la dernière avant l'océan, les Japonais tombent les uns après les autres. Tetsuji Hamada met au jour des restes de soldats dans presque chaque tranchée. Oh, regardez, il y en a un ici. Ah, et ça aussi. Ils sont tous brisés. Il a dû être bombardé. Oh, c'est impressionnant. Ça, c'est un fémur. Tout est en miettes. Le pauvre. Les soldats qui étaient ici ont dû mourir en prenant une bombe de plein fouet qui les a propulsés contre les rochers. L'état des os éparpillés laisse penser qu'ils ont été directement touchés par l'explosion. Pendant plusieurs semaines, les combats font rage. Les Japonais connaissent parfaitement le terrain et les endroits où se retrancher. Mais les Américains sont pressés d'en finir. Pour les déloger de leur cachette, ils mettent en place des méthodes aussi efficaces que cruelles. La nouvelle zone d'enquête de Tetsuji Hamada révèle le jusqu'au-boutisme des deux camps. Il s'agit d'une grotte de calcaire. Les soldats japonais s'étaient enterrés dans les boyaux les plus profonds de la grotte, ne sortant que pour lancer des raids contre les troupes américaines. Aux côtés de Tetsuji Hamada, 130 étudiants originaires de tout le Japon sont venus l'aider dans son travail de fouille. Ça, c'est ce qu'on appelle un kampan. C'est une ration de survie que les soldats japonais gardaient avec eux. Elle a probablement été brûlée au lance-flammes, car elle est toute carbonisée. Il y a aussi cet os retrouvé au même endroit, qui est lui aussi complètement carbonisé. On voit bien la différence avec celui-ci. Ces rations alimentaires et ces ossements portent les marques du lance-flamme.
Cette arme, utilisée massivement par les Américains pendant la bataille d'Okinawa, est restée gravée dans la mémoire des habitants. Ici, comme dans de nombreuses grottes, les soldats et parfois les civils finissent asphyxiés ou brûlés vifs. Avant l'assaut, les Américains demandent parfois aux soldats et aux civils japonais de se rendre avec l'aide d'un interprète. Mais ceux qui ne parlent que le dialecte d'Okinawa ne comprennent pas. Surtout, les Japonais avaient reçu l'instruction de mourir plutôt que de se rendre. Ça, c'est une grenade de l'armée impériale japonaise. Les soldats en avaient chacun deux, une pour attaquer l'ennemi et l'autre pour mort. Lorsque l'on fait des fouilles, il arrive de retrouver des crânes dont la mâchoire est complètement explosée. Cela s'explique par le fait qu'ils en serrant la grenade contre eux, comme ceci. Tetsuji a proposé à Kiku Nakayama, une survivante de la bataille, de venir assister aux fouilles. À l'époque, elle était adolescente et s'était engagée dans la brigade d'infirmières de son lycée. Aujourd'hui âgée de 86 ans, elle a accepté de retourner dans la grotte où elle a vécu pendant 3 mois pour raconter ses souvenirs terrifiants aux étudiants. Sur le mur de gauche, il y avait une rangée de lits superposés qui continuait jusqu'au fond. Sur la droite, c'était un couloir qui permettait de circuler. C'est ici qu'étaient allongés les soldats que nous avions déjà opérés. Et plus loin, il y avait la salle où on pratiquait les opérations. On y trouvait une table en bois sur laquelle pouvait se tenir un adulte allongé, rien d'autre. Je n'ai pas le souvenir de m'être allongée une seule fois quand j'étais ici. Je m'appuyais contre le mur comme ça, pour souffler un peu, avant d'entendre un autre blessé crier. J'ai été surprise de voir à quel point l'homme pouvait survivre dans de telles conditions. Le seul repas était une petite boule de riz, rien de plus. Associés au récit de Kiku, les objets retrouvés au fond de la grotte sont de nouveaux témoins des conditions de vie des soldats japonais pendant les combats. Certains d'entre eux sont rangés dans le musée personnel de Isamu Kuniyoshi, un ami de Tetsuji Hamada et un passionné, qui conduit ses propres fouilles depuis 60 ans. Sur les étagères, des fusils, des bombes, des mines antipersonnelles, des grenades. Un nombre d'armes impressionnant qui témoigne de l'intensité des combats pendant les 3 mois de la bataille d'Okinawa. Parmi les pièces les plus personnelles de sa collection, des plaques de centaines de Japonais, mais aussi d'Américains. Elles sont souvent les seuls souvenirs des soldats tombés au front. Il y est écrit Yama N 3475. C'est une plaque d'identification. Tous les soldats se voyaient attribuer un matricule. Seuls les officiers avaient leur nom complet gravé sur cette plaque, contrairement aux soldats ordinaires qui n'avaient qu'un numéro. Ici, le Yama N 3475. Il n'y a donc que les plaques d'officiers qu'on peut restituer aux familles. Isamu Kuniyoshi avait 6 ans pendant la bataille d'Okinawa. Lui aussi a été soumis à la propagande du régime impérial. Il est particulièrement sensible aux objets qui rappellent cet embrigadement généralisé.
Ce bol, je l'ai trouvé en 1998 dans une grotte qui servait d'hôpital. On y voit les soldats qui partent à la charge. Ce n'est pas un objet militaire, mais juste un bol de riz, utilisé par les civils. En fait, c'est même un bol pour enfants. Ce type de dessin était fait pour leur faire comprendre que les soldats se battent pour la patrie. Je ne pense pas qu'il y avait une si grosse différence entre militaires et civils sur l'embrigadement. Ils suivaient la même éducation et ceux qui rentraient dans l'armée en reprenaient une couche. Dans la bataille d'Okinawa, beaucoup de personnes de la région ont été convoquées par l'armée et ont été formées comme militaires sur une très courte période avant d'être envoyées sur le front. À l'époque, tout le monde était potentiellement militaire. Pendant que les combats font rage au sol, une autre bataille décisive se joue en mer. Plusieurs destroyers et porte-avions, américains et anglais, croisent au large pour appuyer le débarquement. Pour contre-attaquer, le quartier général nippon choisit une tactique terrifiante et désespérée, l'envoi des kamikazes. En avril 1945, le commandement japonais coordonne la plus vaste attaque de la guerre du Pacifique. Rien qu'à Okinawa, plus de 1400 pilotes kamikazes sont envoyés s'écraser sur la flotte ennemie. À partir de la fin de l'année 1944, la stratégie des kamikazes était sans doute le seul moyen qui restait. C'est une stratégie inhumaine, d'où personne ne revient. Il ne s'agissait pas d'attaques menées dans un élan de fanatisme survolté. Je pense au contraire que les kamikazes partaient dans le calme d'une personne qui va simplement prendre ses responsabilités. Les Japonais ont commencé cette guerre en sachant qu'ils la perdraient. Mais ils se sont dit, si on peut infliger assez de pertes aux Américains, on va pouvoir négocier la capitulation et assurer le maintien de l'empereur. Au large des côtes d'Okinawa, gisent encore plusieurs bateaux coulés par des avions kamikazes. Jan Verhoesch est plongeur professionnel. D'origine allemande et installé dans l'archipel depuis plusieurs années, il connaît parfaitement les fonds sous-marins de la région. Aujourd'hui, il part explorer une épave de la bataille d'Okinawa, l'USS Emmons. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce destroyer de 106 mètres de long était l'un des fleurons de la marine des États-Unis. En juin 1944, il participe à l'opération Overlord et appuie le débarquement en Normandie. Il est ensuite converti en démineur et envoyé à Okinawa pour participer à l'opération Iceberg. Et c'est là que son destin bascule. L'épave est en bon état parce qu'il y a très peu de plongeurs qui viennent ici. Elle est assez profonde, à 45 mètres sous l'eau, donc il faut être expérimenté pour y aller. L'épave n'a été découverte qu'en 2001 par les gardes-côtes et les pêcheurs japonais. En fait, les pêcheurs avaient remarqué des traces d'huile dans la mer
et ils ont appelé les gardes-côtes, qui ont repéré quelque chose avec un sonar. L'épave de l'USS Emmons gît au nord d'Okinawa, au large de l'île Kuri. Le destroyer est couché sur le flanc. Sur le navire, on distingue parfaitement les traces de son passé militaire. Sur le pont, plusieurs batteries de canons anti-aériens sont encore en place. Tout près de l'arrière se trouvent les lanceurs de grenades sous-marines. Ce système de défense était parmi les plus efficaces de la flotte. Pourtant, le destroyer ne pourra résister à une attaque kamikaze dévastatrice. Le 6 avril 1945, 5 avions japonais le frappent simultanément. Les deux premiers touchent la zone arrière et détruisent l'hélice et le gouvernail. Le troisième frappe le poste de communication côté tribord, juste devant le mât. Le quatrième atteint le destroyer un niveau au-dessus du troisième impact, côté bâbord. Le dernier avion, enfin, se crache à l'avant, juste devant le canon numéro 1. À côté de l'épave, gît encore le moteur de l'un des appareils japonais qui a frappé le navire. Au soir du 6 avril 1945, le destroyer est hors service. Le lendemain, les Américains préfèrent le couler eux-mêmes plutôt que de le voir tomber aux mains des Japonais. Après la découverte de l'épave, une plaque a été fixée sur le navire. Elle rend hommage à chacun des marins tombés au combat. Sur les 254 membres d'équipage, 52 sont morts ou disparus. Presque tous étaient des réservistes. Au fil des semaines, les pertes militaires s'accumulent côté américain et japonais. Mais les soldats ne sont pas les seuls à payer de leur vie l'invasion d'Okinawa. Sentant que la défaite est proche, le commandement nippon décide d'encourager les civils à se... La propagande menée contre les Américains consistait à dire qu'il était préférable de se tuer plutôt que d'être capturé par l'ennemi qui s'amuserait alors à vous torturer. Cette propagande, qui était bien enracinée à Saipan et dans les autres îles, a entraîné non pas seulement les soldats, mais aussi les civils à se mort en se jetant de la falaise ou en se à la grenade. De nombreuses personnes sont mortes de cette façon. Sur l'île de Tokashiki, Yoshikatsu Yoshikawa accepte de témoigner de cette page noire de l'histoire japonaise. Il nous emmène à l'endroit précis où les autorités de son village ont regroupé les habitants, ce jour de mars 1945, pour organiser leur collectif. Il avait 6 ans à l'époque. C'était peu après le débarquement des Américains. Les avions et les obus fusaient au-dessus de sa tête. Nous sommes venus depuis nos abris anti-aériens jusqu'ici en suivant la rivière. Quand je suis arrivé ici, c'était déjà noir de monde et les gens formaient des groupes par famille. Peu de temps après, le maire a crié « Longue vie à l'empereur !» Mon grand frère de 16 ans, qui travaillait à la mairie, est venu vers nous avec 2 grenades à la main et nous a dit « À notre tour de le faire !» Nous nous sommes regroupés en cercle et mon frère a tapé la grenade contre une pierre avant de la lancer au milieu de nous.
Mais même après 5 secondes, 10 secondes, la grenade n'a pas explosé. Mon frère a pris la deuxième et a fait de même, mais elle n'a pas explosé non plus. Ma mère a dit à mon grand frère Yusuke, « Jette ces grenades et suis tes cousins, ce n'est pas le moment de mourir. » Yoshikatsu et sa mère parviennent à s'enfuir. Et le père du petit garçon est mortellement touché par un éclat de grenade. Comme lui, près de 400 habitants ont trouvé la mort lors de cette journée absurde. Poussés, pris dans des tirs croisés ou embrigadés dans l'armée, les civils ont payé le prix fort à Okinawa. On estime que 140 000 habitants ont perdu la vie pendant la bataille, soit davantage que les soldats. Au total, les pertes à Okinawa s'élèvent à 220 000 Japonais et 12 000 Américains en à peine 3 mois de combat. Les noms des morts des deux camps sont inscrits sur les stèles du Mémorial de la paix. Ces pertes colossales ont eu un impact immédiat sur la suite de la guerre. Okinawa sera finalement la dernière bataille de la campagne du Pacifique. Les Américains ont évalué les pertes de cette bataille d'Okinawa et ils ont pensé qu'une attaque des îles principales du Japon allait être extrêmement coûteuse en vie humaine. Et à ce moment-là, la guerre était terminée en Europe, en mai 1945. Et les États-Unis se sont dit qu'ils voulaient juste ramener leurs hommes à la maison, et si possible, pas dans un cercueil. Le commandement américain change de stratégie. Il renonce à débarquer sur les îles principales du Japon. Son objectif, accélérer le bombardement massif de l'archipel pour forcer l'empereur à capituler. Au cours des 6 premiers mois de l'année 1945, 67 villes sont frappées et en grande partie détruites, parmi lesquelles Tokyo. En août 1945, ce sera au tour d'Hiroshima et de Nagasaki d'être réduites en cendres par une arme inédite qui changera à jamais la face du monde, la bombe atomique. La raison pour laquelle les États-Unis ont lancé 2 bombes atomiques de façon si rapprochée au Japon reste le sujet de débats enflammés aujourd'hui encore. Il y a d'abord l'explication traditionnelle. Truman a largué la bombe pour terminer la guerre rapidement et sauver 1 million de vies américaines. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'autres explications. L'une d'elles est que la bombe atomique a été le coup d'envoi de la guerre froide, pour montrer à Staline que les Américains avaient une nouvelle arme miraculeuse qui ferait des États-Unis la seule superpuissance. Pour cet ultime bombardement, les États-Unis veulent infliger un maximum de dommages à l'ennemi. Ils hésitent entre 5 villes, Hiroshima, Nagasaki, Kokura, Niigata et Kyoto. Toutes avaient été soigneusement épargnées des bombardements réguliers. Ce sera finalement Hiroshima, une ville de 350 000 habitants et un centre militaire important. D'après les documents d'archives, l'armée américaine cherchait une ville suffisamment grande et avec une surface assez plate et dégagée pour tester la capacité de cette nouvelle arme. Ils ont aussi choisi des villes qui n'avaient pas encore été bombardées jusque-là pour évaluer l'impact de la bombe atomique. Le 6 août 1945, à 2h45 du matin, la forteresse volante B-29, baptisée Enola Gay, décolle de la base américaine de Tinian, dans les îles Mariannes. À 8h15, l'avion largue sur Hiroshima, la première bombe atomique de l'histoire.
En quelques secondes, la ville est réduite à néant. Près de 70% des bâtiments sont détruits et environ 140 000 personnes sont tuées. Un bilan terrible qui s'explique par la position choisie par les Américains pour faire exploser la bombe. Le jour du 6 juin, l'avion arrive au-dessus d'Hiroshima à une altitude de 9600 mètres. Il a pour cible le pont Aioi, choisi pour sa forme en T, facilement reconnaissable depuis le ciel. À 8h15, il largue sa bombe légèrement à côté de la cible initiale, à la verticale de l'hôpital Shima, situé à 300 mètres du pont. On appellera ce point l'hypocentre ou Ground Zero. En quelques secondes, l'explosion de la bombe Little Boy décime la ville. Les dégâts s'étendent sur une surface de 12 km². Si les effets de la bombe sont aussi dévastateurs, c'est parce qu'elle explose non pas au sol, mais en altitude. Une altitude déterminée précisément pour maximiser les dégâts. Little Boy explose à 580 mètres. Elle engendre une première onde de choc qui s'étend comme une boule de feu. Cette onde se réfléchit alors au sol et crée une deuxième onde qui se propage à son tour à très grande vitesse et finit par fusionner avec la première. On appelle ce principe l'effet Maxtem. À partir du moment où les deux ondes de choc s'additionnent, elles créent un fond surpuissant, parallèle au sol, qui rase tout sur son passage. Après l'explosion, l'effet Maxtem voulu par les Américains a presque détruit tous les bâtiments. Pourtant, l'un d'entre eux, le dôme de Genbaku, a tenu. Bâti en 1915 en briques et en béton, et non en bois comme les constructions japonaises traditionnelles, ce palais d'exposition industrielle était coiffé d'une coupole à armature d'acier et recouverte de cuivre. Haut de 25 mètres, il était un point de repère du paysage pour les habitants d'Hiroshima. S'il ne s'effondre pas entièrement lors de l'explosion, c'est qu'il est situé tout près de l'hypocentre, à 150 mètres au nord-ouest. Trop près pour subir le souffle horizontal ravageur de l'effet Maxtem, il est touché quasiment à la verticale. Et ces solides piliers de béton parviennent à résister aux forces qui s'appliquent de haut en bas. Les températures extrêmes dues au gaz incandescent calcinent tout ce qui peut être brûlé. Les 140 personnes qui se trouvent à l'intérieur sont tuées sur le coup. Le cuivre de la coupole fond instantanément, mais sa structure d'acier, le béton et les briques résistent à la chaleur. Voilà pourquoi une partie de l'édifice reste debout au milieu des décombres. 70 ans après, le dôme de Genbaku est toujours là. Les autorités ont décidé de le conserver dans son état de 1945. Il est devenu le symbole de la ville et a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est aujourd'hui l'un des seuls bâtiments datant de l'explosion. Le reste de la ville a été entièrement reconstruit. Rebun Kayo est chercheur en médecine. Marqué par une rencontre avec une survivante d'Hiroshima alors qu'il était adolescent, il s'est très vite intéressé aux vestiges que la bombe a laissés derrière elle. Depuis 13 ans, il conduit ses propres fouilles archéologiques et parvient encore à retrouver les dernières traces de ce jour terrible d'août 1945. Accompagné de son ancien professeur, Takashiro Satoda, il explore le lit de la rivière Motoyasu, situé au pied du dôme d'Hiroshima. Ah, j'en ai trouvé une. C'est un angle. Une pièce assez rare. Rebun peut effectuer ses fouilles uniquement au petit matin ou le soir, quand le lit de la rivière baisse sous l'effet de la marée.
Une eau à moins de 10 degrés, des galets glissants et couverts de boue, les conditions de fouille sont pénibles. Mais Reboun parvient encore à trouver quelques pépites. Comme cette tuile qui couvrait une maison proche du dôme. Une tuile parfaitement bicolore, comme si l'un de ses côtés avait été recouvert de peinture. C'est une tuile qui a fondu sous l'effet de la chaleur de l'explosion. On distingue la partie qui était recouverte de celle qui a fondu. On dit que la chaleur dégagée par la bombe atomique a atteint 4000 degrés pendant 2 secondes. Ça a laissé ce genre de marque uniforme sur les tuiles. C'est un bon moyen de reconnaître les objets de cette époque. En 13 ans de travail acharné, Reboun Kayo a trouvé des dizaines de pierres ayant appartenu au dôme d'Hiroshima. Des pièces travaillées avec soin qui laissent deviner la finesse de l'ancien palais de l'industrie. Les dizaines d'années passées sous l'eau ont laissé des traces, comme ces coquilles d'huîtres, nombreuses dans la région. La plus belle pièce est issue de la partie supérieure du bâtiment. Ce bloc de 300 kg a dû être sorti de la rivière à l'aide d'une grue. À lui seul, il prouve la puissance de la déflagration. En 1955, la ville d'Hiroshima a érigé le mémorial de la paix pour exposer les objets datant de l'explosion. Lieu de mémoire et de recueillement, le musée a collecté plus de 20 000 objets, ramenés par les survivants ou retrouvés lors de fouilles. Des vestiges qui racontent chacun à leur manière le bombardement. Une montre figée à l'heure exacte de l'explosion. Le vélo et le casque calciné d'un enfant, les habits en lambeaux d'un collégien, ou cette boîte de riz d'un jeune garçon mobilisé pour des travaux en ville et qui ne mangera jamais son repas. Il y a aussi ce pan de mur sur lequel on devine encore, 70 ans après, l'ombre d'une victime de la bombe. Cette reconstitution, tournée après l'explosion, montre comment l'homme qui devait être assis pour attendre l'ouverture de la banque a laissé cette trace au sol. L'explosion atomique libère un flash tellement lumineux qu'il décolore toutes les surfaces, partout, sauf là où se trouvaient des objets ou des gens. Un pot d'échappement, une vanne de tuyauterie, un pot de fleurs imprime ainsi des ombres au sol pour des années. En ville, l'explosion de la bombe atomique détruit 18 hôpitaux et 32 cliniques. 90% du personnel médical est décédé ou blessé. Personne pour prendre soin des rescapés, parfois gravement brûlés. La plus grande confusion règne au milieu des décombres. Mais au large d'Hiroshima, une petite île a été épargnée, l'île de Ninoshima. C'est là-bas que vont être transportés des milliers de blessés après le bombardement. Reboun Kayo y a mené des recherches pour découvrir les derniers vestiges de cette époque. Les bâtiments ont aujourd'hui disparu, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, l'île accueillait un important hôpital militaire.
Ici, il y avait un établissement de mise en quarantaine où les soldats japonais de retour du front venaient recevoir un examen médical pour vérifier qu'ils n'étaient pas porteurs d'une maladie. Il existait aussi le même type d'établissement pour les chevaux qui partaient aussi sur le front pendant la guerre. Celui qui se trouvait à l'emplacement devant nous accueillait les chevaux de l'armée. Aujourd'hui, les bâtiments ont été détruits et la végétation a tout recouvert. Mais Reboun parvient encore à mettre au jour les anciennes fondations de l'hôpital militaire. C'est ici même qu'en 1945 ont été transportés les blessés après l'explosion, souvent dans un état critique. En termes de couverture et d'équipements médicaux, cet établissement avait la capacité d'accueillir 5000 personnes. Mais dès la première nuit après la bombe, tout avait été épuisé. On dit qu'environ 10 000 blessés auraient été amenés ici. Les quelques survivants expliquent que c'était une horreur sans nom. Les blessés avaient été amenés pour recevoir des soins, mais les médicaments et les autres équipements n'étant plus suffisants, nombreux ont trouvé la mort sans jamais recevoir le moindre soin. Reboun a creusé pendant 2 mois à l'endroit de l'ancien centre de quarantaine pour chevaux. Il n'a pu extraire du sol que quelques objets. Une fiole, un peigne, une pipe, des boutons de chemise ou encore une boucle de ceinture. J'imagine qu'elle a été laissée là lorsque les ossements ont été récupérés. C'est ma première trouvaille. Elle me renvoie à un souvenir touchant car c'est celle qui m'a fait véritablement prendre conscience que je me trouvais sur une terre où des hommes sont morts et ont été ensevelis. Sur l'île de Ninoshima, la plupart des rescapés ne survivent pas. Ici, pas de funérailles ni de dernier hommage. Une partie des victimes est incinérée dans ce four où étaient autrefois brûlés les chevaux morts. Les autres sont enterrés en quinconce dans des fosses par des soldats. Depuis, des centaines de corps ont été déterrés et transportés dans la tombe des victimes inconnues, au mémorial d'Hiroshima. Au moment de l'explosion, la bombe Little Boy libère une énorme quantité de radioactivité qui répand sur la ville un mal insidieux. Vomissements, diarrhée, perte de cheveux. De nombreux habitants qui ont réchappé à l'explosion ou aux incendies mourront plus tard de maladies. Aujourd'hui, la radioactivité est revenue à son niveau naturel. Pour retrouver les traces des effets ravageurs de la bombe atomique, il faut se rendre à la Fondation pour la recherche sur les effets de la radioactivité. C'est ici que sont conservés les dossiers médicaux de milliers de survivants. Créé par les Américains en 1947 sous le nom de Commission sur les victimes de la bombe, le centre est aujourd'hui devenu une fondation nippo-américaine, gérée par les deux nations. Depuis la guerre et jusqu'à aujourd'hui, les rescapés d'Hiroshima s'y rendent régulièrement pour un suivi de leur état de santé. Ici, nous mesurons la taille et le poids des survivants. Nous leur faisons passer un questionnaire sur leur état de santé et leurs antécédents familiaux, ainsi qu'une radio de la cage thoracique et une échographie du cœur.
La commission a laissé de très mauvais souvenirs aux Japonais. Pendant l'après-guerre, alors que le Japon est sous occupation américaine, le centre est accusé de traiter les survivants comme des cobayes. Dans un contexte d'occupation par les Américains, on m'a dit que des survivants ont été emmenés de force au centre et que les premières années ont été difficiles. Mais depuis que le groupe de survivants a été établi en 1958, après la fin de l'occupation, je vous assure que les survivants nous accordent leur participation de plein gré. La Fondation a également conservé soigneusement des échantillons biologiques prélevés sur les survivants. Environ 1 million d'échantillons de sang et d'urine pour observer l'impact de la radioactivité sur le corps humain, le système immunitaire et les cellules. Certains sont conservés sous lamelles depuis 1947. D'autres plus récents sont gardés dans de l'azote liquide à moins 195 degrés Celsius. Voici des cellules sanguines des survivants. Elles sont conservées ici, dans ces réservoirs d'azote liquide, depuis des dizaines d'années, afin que nous puissions les utiliser pour des recherches futures. Nous menons des études sur le système immunitaire et plus particulièrement le fonctionnement des globules blancs. Il s'agit de la plus vaste étude épidémiologique sur les effets de la radioactivité. L'essentiel de ce que nous savons aujourd'hui sur les cancers et les autres pathologies causées par la radioactivité vient d'Hiroshima et de Nagasaki. Je pense que les survivants de la bombe atomique ont eu le sentiment d'être maltraités. Ils venaient dans ce centre américain dans l'espoir d'être soignés, mais au lieu de ça, on les traitait comme des cobayes. Mais aujourd'hui, ça a laissé la place à l'idée que leur sacrifice ne devait pas être vain. Et ils se disent, oui, j'ai été exposé, oui, j'ai souffert, mais avec un peu de chance, le monde apprendra les leçons de l'horreur de la bombe atomique et mon corps en fournira la preuve. Malgré le bilan d'Hiroshima, l'empereur Hirohito refuse de capituler. 3 jours seulement après la première bombe atomique, les Américains décident de frapper à nouveau le Japon. 3 jours d'écart. Ça ne laissait pas vraiment le temps aux Japonais d'évaluer les dégâts et d'élaborer une réponse. Donc les chercheurs affirment souvent que les Américains ont largué les bombes si rapidement parce qu'ils voulaient que les Japonais se rendent avant que l'Union soviétique entre en guerre et réclame une occupation conjointe du Japon. Le 9 août 1945, à 3h49 du matin, un nouvel avion B-29 s'envole. À son bord, Fatman, une bombe au plutonium encore plus puissante que celle larguée sur Hiroshima. Il a pour cible la ville de Kokura. Mais une fois arrivé sur zone, des nuages se sont accumulés au-dessus de la région. Le pilote du B-29 annule le tir et se dirige alors vers la deuxième ville de sa liste, Nagasaki. La cible initiale se situe au cœur du centre-ville, tout près du port. Mais en ce matin du mois d'août, le ciel est légèrement voilé et le pilote largue la bombe au mauvais endroit. À 11h02, Fatman explose 3 km plus loin, au-dessus de la vallée d'Urakami. Comme à Hiroshima, l'onde de choc se propage parallèlement au sol et dévaste tout sur son passage. Mais elle se retrouve bloquée par des collines qui entourent la vallée. La partie la plus peuplée de Nagasaki est épargnée,
et les dégâts principaux sont localisés autour de l'hypocentre de l'explosion. Dans la vallée d'Urakami, les dommages sont considérables. 8 km² détruits et 75 000 morts. Aujourd'hui, la ville a été reconstruite. Mais Ground Zero reste un lieu de mémoire particulièrement émouvant. Quelques vestiges rappellent l'ampleur du désastre, comme cette porte sacrée, coupée en deux. À Nagasaki, c'est une cathédrale qui symbolise le bombardement, la cathédrale d'Urakami. Elle était située à seulement 500 mètres de l'hypocentre. Aujourd'hui, des statues récupérées dans les décombres sont exposées devant le nouvel édifice. À l'époque, il s'agissait de l'une des plus importantes églises d'Asie. Nagasaki était alors le centre historique des chrétiens du Japon, notamment des catholiques. Shigemi Fukaori est l'un des fidèles de la paroisse. Ce 9 août 1945, il travaille dans les chantiers navals de la ville, situés à 3 km de l'hypocentre. Mais à l'église, l'activité bat son plein. Le 15 août, c'est le jour de l'Assomption de la Vierge Marie, et beaucoup de croyants étaient présents à l'église pour préparer l'événement et confesser leurs péchés. Qui plus est, comme c'était les vacances, 15 enfants étaient venus à l'église et 2 prêtres pour mener à bien les confessions. Tous ont péri à l'intérieur suite à l'explosion de la bombe. J'étais persuadé que l'église avait tenu le coup, comme c'était un bâtiment grand et solide avant de revenir ici. Mais en arrivant au point zéro, la vue était désolée. Et c'est là que j'ai remarqué qu'on ne voyait plus les clochers de l'église. Je me suis dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour ma maison. Le 9 août 1945, la cathédrale est frappée de plein fouet par le souffle de la bombe. Elle est pulvérisée. Après l'explosion, la statue du Christ est retournée. Une partie de la façade et quelques pans de mur, toujours debout, surplombent un paysage apocalyptique. Le reste de l'édifice est au sol, y compris le clocher qui a dévalé la colline. Aujourd'hui, il a été laissé au même endroit, énorme témoin de l'explosion, comme incrusté au milieu de la ville. L'église a été reconstruite pour que le culte perdure et pour rappeler les siècles de persécution des chrétiens au Japon. Parmi les vestiges qui ont résisté à l'explosion, il y a une pièce particulière. Celle qui a redonné l'espoir aux fidèles de la paroisse. Le visage de la Vierge Marie, désormais surnommée la Vierge bombardée. La statue a été découverte par un prêtre d'Hokkaido qui l'a gardée pour lui, avant de la rendre 30 ans plus tard. On a pensé un temps que ses yeux étaient en cristal, mais je pense que c'était du verre. Ils ont fondu. Mais seuls les yeux ont fondu, et le reste du visage en bois a été préservé. C'est un miracle. Je me suis dit que c'est sûrement la façon dont Marie a voulu nous dire à quel point la guerre était mauvaise. Les noms des fidèles morts dans le bombardement sont inscrits dans cette pièce, devant le buste de la Vierge. Sur les 12 000 chrétiens de la vallée d'Urakami, 8 500 ont été décimés par la bombe Fatman. Parmi eux, les 3 frères de Shigemi Fukaori.
Michiaki Ikeda fait lui aussi partie des survivants de la bombe encore en vie. On les appelle les Hibakusha. Ce sont eux qui portent dans leur corps et leur mémoire l'histoire de la bombe atomique. Ils nous emmènent sur le toit de l'hôpital universitaire où ils se trouvaient le jour où Fatman a explosé. Un hôpital a été reconstruit au même endroit. Le jour de l'explosion, Michiaki Ikeda a 6 ans. Sa mère travaille dans les bâtiments comme aide-soignante, à 700 mètres seulement de l'hypocentre. Avec mon ami Shige, nous cherchions toujours quelque chose à faire pour nous amuser. Et ce jour-là, nous sommes montés sur le toit de l'hôpital. Au bout d'un certain temps, Shige a alors demandé à ce qu'on redescende. Il m'a expliqué qu'il avait une envie pressante d'aller aux toilettes. Cette envie pressante a certainement sauvé la vie des deux garçons. Quelques minutes de plus sur le toit et ils auraient été soufflés et brûlés. Michiaki et Shige prennent l'ascenseur et en sortant, leur monde bascule. Quand nous sommes arrivés au rez-de-chaussée, les portes se sont ouvertes. Nous sommes sortis de l'ascenseur et là, une lumière très puissante a jailli et m'a fait perdre conscience. Au bout d'un certain temps, une odeur de brûlé et le crépitement d'un feu m'ont fait reprendre conscience. Mais j'avais beau ouvrir les yeux, je ne voyais rien. C'était tout noir. Son ami Shige est en vie et la vue de Michiaki finit par revenir. Mais l'horizon est encore plus noir à l'extérieur. La ville est entièrement détruite. Michiaki se retrouve face au bâtiment déchiqueté. Comme tous les Hibakusha encore en état de se déplacer, il fuit vers la montagne pour échapper à l'enfer qui s'est abattu sur Nagasaki. Il finit par atteindre ce petit temple sur les hauteurs de la ville, un refuge de tranquillité qui s'est alors transformé en camp de rescapés. En chemin, Michiaki prévient une femme que le bébé qu'elle porte sur le dos n'est plus en vie. La femme a alors descendu le bébé de son dos, l'a mis devant elle pour le secouer en l'appelant par son nom, mais n'a pas eu de réponse car il était déjà mort. Elle l'a déposé sur le sol et s'est effondrée en larmes. C'était la première fois que je voyais un adulte pleurer. Je ne savais pas comment réagir. Michiaki a survécu à la bombe sans une blessure et sans effet secondaire. Un miracle selon les médecins. Mais les détails de cette journée du 9 août 1945 resteront à jamais ancrés dans sa mémoire. Après ce double bombardement atomique, l'empereur Hirohito annonce la capitulation sans condition du Japon. Plus de 100 000 Japonais avaient déjà trouvé la mort dans le bombardement de Tokyo le 10 mars 1945. Un bombardement équivalent en termes de pertes humaines à ceux d'Hiroshima ou de Nagasaki. Mais malgré tout, le quartier général impérial avait toujours l'intention d'aller jusqu'au bout. Avec Hiroshima et Nagasaki et le fait qu'autant de citoyens japonais étaient morts avec une seule bombe, je pense que le quartier général a enfin pris conscience qu'il fallait arrêter de sacrifier encore plus de gens innocents.
Hiroshima et Nagasaki ont évidemment précipité la reddition du Japon. Mais un autre facteur a joué. Le 9 août, le même jour que Nagasaki, Staline décide d'envahir le Mandchoukouo, un État contrôlé par le Japon. Tous les généraux japonais savaient ce qui était arrivé au tsar de Russie pendant la révolution communiste. S'ils voulaient vraiment sauver l'empereur, la dernière chose qu'ils voulaient était de laisser Staline occuper conjointement le Japon. Ça aurait été une menace bien plus grande. Donc la reddition face aux États-Unis était considérée comme un moindre mal. Et du fait de la bombe atomique, les militaires ont pu sauver la face. En quelque sorte, ils n'avaient pas perdu sur le champ de bataille. Au terme d'une guerre meurtrière, la chute du Japon impérial a fait entrer le pays dans une ère nouvelle. L'empereur a perdu son caractère divin et le Japon est devenu une démocratie. 70 ans après, le travail des archéologues et le témoignage des survivants rappellent à quel prix cette nation nouvelle a été construite. Le Japon a sacrifié une génération entière de soldats et de civils à son rêve de grandeur, et sa population a été exposée à l'arme la plus destructrice de l'humanité. Les stèles érigées en l'honneur de ces victimes sont là pour leur rendre hommage, tout comme les traces qui témoignent de leur sacrifice ou les bâtiments décharnés laissés intacts au cœur des villes reconstruites. La sauvegarde de ces vestiges et le recueil de la parole des derniers témoins vivants permettent de reconstituer une page noire de l'histoire pour que les nouvelles générations n'oublient jamais ces jours d'août 1945 où la bombe atomique a anéanti les villes d'Hiroshima et Nagasaki.